Shlomo Sand. Sa thèse est, disons, un brin provocante, vu que vous avez... Oui, c'est un livre, Jacques nous dira pourquoi tout à l'heure, puisque Jacques connaît bien Shlomo Sand. C'est un livre qui exaspère à la fois les sionistes et les antisémites, donc ça risque toujours de faire beaucoup. Et c'est un livre qui est en même temps absolument passionnant, et dont je voudrais essayer, pardon, je vais être très schématique, mais de faire comprendre la thèse, parce que on pourrait en parler pendant des heures, mais essayons au moins de comprendre le point qui fait problème. Ce que dit Shlomo Sand, c'est que dans la fondation de l'État d'Israël, et au moment où on va fonder l'État d'Israël, notamment à partir donc, du grand mouvement sioniste, qui est un mouvement tout à fait intéressant, eh bien, on a inventé, dit-il, une histoire mythique, une histoire du peuple juif qui, en gros, est à peu près la suivante. 1. On a des descendants d'Abraham qui forment les 12 tribus d'Israël et qui sont localisés en Palestine. Et donc on a un peuple race, dit-il. C'est un peuple qui descend du même patriarche et qui, on dirait, génétiquement aujourd'hui, forme une espèce de race, hein, en quelque sens qu'on l'entend, mais nous avons une communauté ethnique soudée entre elles, les 12 tribus d'Israël. Et puis ces 12 tribus d'Israël, elles sont, comme on sait, victimes notamment, il y a beaucoup d'autres épisodes intermédiaires, mais à partir de 135 après Jésus-Christ, du temps de l'empereur Adrien, l'histoire veut que ces communautés sont dispersées, ce peuple d'Israël est dispersé, c'est ce qu'on appelle la diaspora. Les Romains auraient déporté les Juifs, et puis alors les Juifs seraient après exilés un peu partout dans le monde, et puis c'est comme ça qu'on aurait finalement, bon, les Séfarades en Afrique du Nord, les Ashkénazes en Allemagne qui vont s'étendre après, etc. Et donc ce serait l'histoire de la diaspora, et puis le sionisme voudrait après faire retour vers Israël. On aurait donc 3 moments. Un moment où le peuple d'Israël est en effet en Palestine, la diaspora après 135, et puis le retour, notamment après les grands pogroms de 1880 en Russie, et puis bien sûr après la Deuxième Guerre mondiale. Bon, ce que dit Shlomo Sand, c'est que cette histoire qui a servi la création d'Israël est complètement mythique, et notamment ce qu'il explique, c'est qu'il n'y a jamais eu de diaspora. Il n'y a jamais eu d'exil, et il dit voilà, le peuple romain, l'empire romain n'a jamais pratiqué les déportations. D'abord, il n'en avait pas les moyens, il n'y avait pas de train, il n'y avait pas de camion, donc le peuple juif n'a jamais été déporté, il n'y a pas eu d'exil, il n'y a pas eu de diaspora, et c'est une invention des chrétiens pour punir le peuple juif. C'est notamment une invention du premier père grec, Saint Justin. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors du coup, on dit, et comment expliquer les communautés juives partout dans le monde, comment, si c'est pas de la diaspora? Eh bien, ce qu'il explique, c'est qu'en vérité, ces communautés juives un peu partout dans le monde sont le résultat de grands moments de conversion, et que la religion juive a été une religion prosélyte, et qu'un certain nombre de peuples qui n'avaient aucun rapport ethnique, racial avec les tribus d'Israël, ou génétique, parce que je dis génétique parce qu'un certain nombre de savants aujourd'hui, y compris en Israël, cherchent à trouver une origine commune génétiquement, un ADN commun aux juifs, c'est absurde, enfin bon, et ce qui est à la limite antisémite, enfin bon, mais il y a là quelque chose qui est très fort dans le livre de Shlomo Sand, c'est qu'il montre qu'il y a eu des grandes périodes de conversion et que ça explique la dispersion des juifs dans le monde, notamment 3 grandes périodes, le royaume des Ignars, la reine berbère Caïna, et puis évidemment cette fameuse 13e tribu d'Israël, comme on l'appelle, le royaume des Khazars. Et juste un dernier point, le royaume des Khazars, le royaume qui était à peu près localisé en Crimée, qui va exister entre le 8e, enfin au 8e, 10e siècle après Jésus-Christ évidemment, ce royaume qui a battu monnaie en hébreu, avec des inscriptions en hébreu, eh bien, si on prend la thèse de Shlomo Sand, il y a d'autres historiens qui ont défendu bien la même thèse avant lui, ça veut dire qu'en gros, pour aller vite, les Ashkénazes sont essentiellement des descendants des Khazars, et que Hitler n'aurait jamais tué aucun juif de Judée, mais il aurait tué uniquement des descendants des Khazars. Vous voyez pourquoi cette thèse, évidemment, embête à la fois un certain nombre de sionistes, mais aussi un certain nombre d'antisémites. Pas de peuple juif, pas d'exil, pas de diaspora. Voilà, c'est bien résumé. Ce problème, il faut prendre un certain nombre de précautions. D'abord, je félicite Luc d'avoir réussi à résumer, tirer l'essentiel de cette thèse, parce que c'est un livre Très compliqué. ardu, touffu et passionnant. Passionnant, pas arrêter de le lire. Alors, premièrement, il ne prétend pas avoir inventé tout ça. Non. Hein? C'est pas un livre d'histoire, c'est un livre de ce qu'on appelle l'historiographie. Il fait l'histoire de l'histoire. Et il prend la série des grands historiens du peuple juif en montrant comment ils ont contribué à former une légende. Donc c'est une critique des historiens dans la lignée de ce qu'on appelle les nouveaux historiens en Israël, qui sont en effet des esprits très critiques. Ça c'est la première chose. Deuxièmement, l'idée que
que le peuple juif n'est pas cette espèce d'entité qui s'est conservée telle qu'elle à travers les temps et à travers les lieux, ne signifie pas que le peuple juif n'existe pas. Simplement, comme tous les peuples, il est le résultat d'une volonté commune d'exister. Et il est moins dans les gènes ou dans l'ADN que dans la volonté culturelle, politique, morale, je dirais presque, oui, même certainement, de constituer un peuple. Et pour bien montrer que c'est pas une spécificité, j'aime à citer le livre d'Anne-Marie Thiès qui s'appelle La création des identités nationales, qui a fait un travail du même ordre à propos de la plupart des pays européens, montrant comment au XIXe siècle, lorsque l'idée nationale, notamment en 1848, est devenue la grande idée motrice, eh bien, les historiens, les folkloristes, les philologues, etc., les romanciers se sont mis à recréer un passé sur des bases absolument identitaires. C'est donc pas propre au peuple juif. C'est une chose qui est générale et qui fait partie je dirais, de la politique au sens le plus large du terme. Luc, il rappelle Shlomo Sand que la notion de peuple juif contraint à l'exil figure dans la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël en 1948. Oui, bien sûr. Peuple juif contraint à l'exil. Voilà, et c'est évidemment là que son livre fait polémique et dérange beaucoup de gens. Je rencontre un certain nombre d'amis qui me disent, voilà, bon, il a peut-être raison, Shlomo Sand, mais c'est pas le moment de le dire. Pourquoi ? Parce que, voilà, il faut pas désespérer Billancourt, c'est toujours la même idée, il faut pas dire la vérité, parce que dans le contexte actuel, au fond, ça dessert l'État d'Israël, et puis ça va plutôt être utilisé par des Palestiniens qui ne seront pas forcément bienveillants. Bon, alors tout ça, évidemment, est compliqué. Laissons le côté, intéressons-nous pour l'instant la vérité historique. Voyez, là où Shlomo Sand permet à la lumière de l'histoire, et de l'historiographie, comme disait Jacques, parce qu'en effet, il ne prétend pas inventer des choses nouvelles. Par exemple, l'affaire des Khazars, elle est bien connue. Koestler avait écrit un livre célèbre, La 13e tribu. Marek Alter avait publié un très beau livre sur les Khazars, et dans lesquels il disait au fond la même chose que Shlomo Sand, à savoir que l'immense majorité des Ashkénazes sont probablement des descendants des Khazars, qui est un peuple converti. Pourquoi ils sont convertis? Très intéressant. Pourquoi à la fois la religion juive a été prosélyte et pourquoi les gens se sont convertis au judaïsme? Aujourd'hui, ça nous paraît très étrange. Parce que la religion juive n'est plus prosélyte aujourd'hui. Exactement. Et parce que qui aurait envie aujourd'hui d'un peuple qui voudrait se convertir au judaïsme? Ça paraît très très bien. En vérité, ce que montre Shlomo Sand, qui est très intéressant, des peuples entiers se sont convertis au judaïsme, d'abord parce qu'ils trouvaient que cette religion était très belle, mais aussi parce que ça leur permettait d'échapper à ces deux guerriers terribles qui étaient d'un côté les musulmans, de l'autre les chrétiens. Et donc la conversion au judaïsme était un moyen d'échapper aux deux mâchoires de l'étau, musulmane et chrétienne, et donc de trouver une certaine forme de liberté. Voilà pourquoi la reine Kaïna, berbère, se convertit et convertit son peuple. Alors, vous voyez, ça touche une question passionnante. C'est la question qu'évoquait de l'identité. Aujourd'hui, comment définir un juif français? Est-ce que c'est une race? Évidemment pas, et malgré le délire de certains scientifiques israéliens ou américains qui essayent désespérément de trouver un ADN juif pour essayer de conforter l'idée de peuple juif. Et il y a le délire des antisémites, qui eux aussi considèrent que c'est une race. Exactement, et d'ailleurs, ce que montre Shlomo Sand, c'est qu'au 19e siècle, savants ariens allemands pré-nazis et savants israéliens, et d'ailleurs l'interdiction des mariages mixtes va dans ce sens, veulent à tout prix définir le peuple juif comme une race. Bon, aujourd'hui, très peu de gens tombent dans ce travers terrifiant, donc c'est pas une race, c'est pas une religion, vous avez des juifs laïcs. C'est pas une citoyenneté, on peut être juif sans être israélien. Donc vous avez toujours ce problème de la définition de l'identité juive, et ce que disait Jacques et ce que dit Shlomo Sand est très vrai, c'est d'abord l'adhésion à des principes religieux, c'est-à-dire en fait une adhésion culturelle, historique, volontaire à des principes religieux. Oui, il y a un judaïsme, si je puis dire, religieux, philosophique, intellectuel et moral, ça oui, et c'est une immense religion, ça. Shlomo Sand ne le remet évidemment pas en cause, au contraire, il le souligne, mais ça n'est ni une race, ni une citoyenneté, ni forcément une appartenance religieuse à la religion. Qu'est-ce qu'on lui répond en Israël et même en France? Qu'est-ce que lui répondent d'autres historiens, puisque certains sont... oui, c'est d'ailleurs moins des historiens, parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup d'historiens qui se sont manifestés. Je n'ai pas suivi les débats en Israël, mais par exemple en France, pas
pas beaucoup d'historiens sont manifestés contre les thèses de Chomosson, qu'encore une fois, ne faisaient que reprendre des choses qui, pour l'essentiel, ont déjà été établies. Non, il y a deux types d'arguments. Moi, j'ai fait un compte-rendu de ce livre dans l'Observateur, et j'ai reçu une série de critiques qui disaient vous venez de lire, c'est pas le moment, au moment où l'identité du peuple juif, encore une fois, n'est pas mise en cause dans ce livre. Simplement, elle n'a pas le cheminement qu'on dit en général. Au moment où l'identité juive est menacée par tous ses ennemis qui l'entourent, c'est pas le moment d'en parler. Et de ce point de vue-là, Chomosson répond implicitement parce qu'il est très prudent. C'est pas du tout un provocateur. Il répond, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Si Israël est simplement une descendance, mais n'est pas un projet, alors sa place sera de plus en plus difficile là où elle est, à long terme. Est-ce que c'était une faiblesse? Je crois que c'est plus grave qu'une faiblesse. Je crois que c'est une faute morale. Et je n'en suis pas fier. Et je la regrette infiniment. Je l'ai regretté tous ces jours, au long de ces 4 mois. Et je crois que je n'ai pas fini de la regretter. Olivier, ce qui a marqué ces défilés cette année, c'est l'affaire Galliano, ses propos racistes. Juste après l'affaire Guerlain, ça fait beaucoup dans le milieu de la mode et du luxe. Pourquoi dans ce milieu? Antisémite, oui, c'est antisémite, donc c'est encore plus grave. L'affaire Guerlain, c'est les péripéties de la vieille bourgeoisie française, c'est pas très reluisant. Galliano, c'est la déchéance d'un homme, quoi. C'est à la fois une descente aux enfers de quelqu'un qui avait été qui a rénové la marque Dior et qui avait un talent exceptionnel et un talent un peu déjanté. Et là, il est d'une certaine manière allé au bout de son côté déjanté. C'est un peu triste. Antisémite ou raciste, ça se ressemble malheureusement. Demain, donc,